Donc bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire de l'AINF. Quelques petites précisions avant de démarrer. Donc ce webinaire est enregistré, vous aurez accès au replay soit dans l'espace adhérent des membres de l'AINF, soit ce sera envoyé par mail à vos adresses mail que j'ai pu obtenir sur LinkedIn. Si jamais ce n'est pas la bonne, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour m'indiquer votre adresse mail à laquelle vous souhaitez recevoir le replay. Merci de couper vos caméras et micros pour plus de fluidité. À la fin de la présentation, vous pourrez réouvrir caméra et micro pour échanger et poser vos questions. D'ici là, n'hésitez pas sur le chat à écrire vos questions. On essaiera de les prendre au fur et à mesure ou d'y répondre à la fin. Voilà. Petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'AINF, on est une très vieille association reconnue d'utilité publique depuis 1897 qui vise à prévenir les risques professionnels et à faire la promotion de la sécurité, de la santé et de la qualité de vie au travail. Et donc chaque mois, on organise notamment des webinaires ouverts à tous. Le prochain, celui du mois de juin, ce sera le 14 juin à 17 h pour une fois et non pas 16 h, avec l'intervention sur la compréhension du cerveau, donc les neurosciences, et quel a l'impact sur l'amélioration de la sécurité en entreprise. Voilà, quelques petits renseignements également si vous souhaitez devenir adhérent, en plus de l'accès au webinaire, des replays et de toutes nos présentations. Vous avez une veille réglementaire, il y a des formations de secourisme, d'équipier incendie. Il y a un outil qui permet de s'évaluer en termes de santé et sécurité au travail. Il y a plein d'outils prêts à l'emploi pour les adhérents. Voilà, dans tous les cas, vous pouvez me contacter directement. Donc, vous avez les coordonnées à l'écran maintenant. Autre possibilité, venir nous rencontrer sur Préventica Nantes. Et donc, on sera présent la semaine prochaine, donc à partir du 17 jusqu'au 19 mai. On organise 2 conférences, une sur la prévention des TMS le mardi 17 et une sur les nouveaux outils de réalité virtuelle où on fera vivre une expérience en réalité virtuelle aux participants. Avec des petites lunettes. Et puis également, le mercredi en fin de journée, on aura la remise des prix des leaders bienveillants organisés par Préventica et pour lesquels on est jury de tous les dossiers. Voilà. Aujourd'hui, aujourd'hui une thématique sur la nutrition. Alors je vous ai remis un petit commentaire que j'ai vu la semaine dernière en fait. Comme quoi l'Europe souffrait d'une épidémie désormais de surpoids. Et donc, on a un rapport qui a été publié le 3 mai par l'OMS avec une inquiétude sur la progression de l'obésité en Europe. Près d'un quart des adultes est désormais obèse, 60% des adultes et bien sûr un tiers des enfants sont en surpoids sur le vieux continent, c'est en très forte progression. On a les chiffres de 1975, c'était seulement 40% des adultes. Et donc l'OMS rappelle que c'est un facteur de risque de maladies, notamment les cancers et les maladies cardiovasculaires. Voilà, ce qui permet de voir le lien entre l'actualité très récente et la thématique retenue aujourd'hui. Et on a le plaisir d'accueillir Raja Fassi, que je vais laisser se présenter et qui va nous présenter le lien entre la nutrition et la politique de santé au travail. Bonjour Raja. Bonjour Eric, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Raja Fassi, je suis consultante chez Ordi Expert Luman. On est une petite structure dans le nord de la France qui accompagne les entreprises dans la gestion des politiques de santé. Moi, en tant qu'ergonome, j'ai une formation initiale de diététicienne et donc j'investigue un petit peu ce sujet des conditions de travail, de l'activité, au regard aussi, sous le prisme aussi de l'alimentation, à travers des événements comme celui que me propose de présenter Eric aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, l'idée c'était de présenter le sujet de la nutrition
en entreprise, comment est perçu et comment animer ce sujet de la nutrition en entreprise sur le lieu de travail. Alors, cette présentation aura 3 parties, passée en 3 parties. On va faire un petit zoom sur les chiffres et l'actualité. Ensuite, on ira rapidement sur les clés de compréhension qui vont nous permettre de mieux appréhender le sujet de la nutrition, les bases en fait à savoir. Et puis, on ira sur les actions à mener assez simples et comment dire, petit pas par petit pas, comment mettre en place un plan de nutrition santé en entreprise. Enfin, on l'appellera comme on veut, un programme, quelques actions. Une démarche d'amélioration voilà, pour justement une démarche de santé au travail, de la prévention de la santé. Qui intègre l'alimentation, qui intègre la nutrition. Donc, avant de commencer notre sujet, une petite accroche autour de cette question. Qui est Steve Le Foc? Est-ce que tu sais, Eric? Je ne sais pas, visiblement il mange du poisson. Visiblement il mange du poisson. Oui, d'après l'image, effectivement, il mange du poisson. Alors, Steve Le Foc, c'est une personne qui, il y a 4 ans, en fait, ressemblait à... était donc c'est la photo que vous voyez, la plus grande photo qui s'affiche devant vous, c'est la même personne. C'est Steve il y a 4 ans. C'est un triathlète qui a décidé d'une reconversion sportive pour entamer et aller décrocher le record de la traversée de la Manche, qu'il a remporté donc il y a quelques mois. Il y a quelques mois. Et donc, il a réussi cette entreprise, ce projet sportif. Il a réussi en adoptant, bien sûr, un entraînement musculaire, sportif, physique adapté, en entreprenant d'autres actions pour aller décrocher ce record. Et il a aussi mis en place un levier important qui est son alimentation. Donc, il a pensé son besoin physiologique, son besoin métabolique pour atteindre cet objectif sportif, physique. On pourrait dire pour les personnes en entreprise, c'est-à-dire intellectuelles, voilà. Donc, il a pensé ça de façon à 360 degrés, on va dire, voilà. Et il a pensé au niveau musculaire, aussi articulaire, peut-être qu'il fait appel à des kinés pour l'aider aussi dans la recherche et le décrochage de ce record. Et il a aussi mis en place un levier important qui est l'alimentation. Il a adapté son alimentation à ses besoins tout à fait particuliers pour atteindre ce record. Donc voilà, il a entrepris toute une recherche intellectuelle pour savoir ce dont son corps a besoin et comment répondre à ses besoins. Et donc, pour répondre à ses besoins, c'est 1 kg de poisson gras par jour, réparti sur 5 repas. Et donc, pour ça, il a pris 47 kg en 4 ans. Donc, on le voit bien sur la photo, le changement de morphologie qui a pu s'opérer. Ce qu'il faut savoir, c'est que de ce fait-là, lors de ses traversées en eau vive, il perd jusqu'à 7 kg par traversée, etc. Donc, ça illustre bien, finalement, que notre alimentation peut être vue non pas comme, finalement, un facteur de surpoids ou un facteur de mal-être ou de trouble, mais peut être vue comme un levier, et c'est ce que l'on va essayer de présenter aujourd'hui, comme un levier au service d'une performance physique, intellectuelle. Et donc, quand on va parler du travail donc physique, intellectuel, tenter d'inverser un peu le paradigme, inverser la logique pour intégrer ça dans une stratégie d'entreprise où elle va réfléchir finalement ce sujet de l'alimentation comme un levier de santé au travail et comment je l'intègre dans ma politique de santé au travail. L'objectif n'est pas la prise de 47 kilos tous les jours. C'est pas ça l'objectif. Lui, pour atteindre son objectif de record et de traversée en eau vive,
le paramètre, c'était, pour ça, il fallait qu'il augmente sa masse corporelle. Donc, voilà un petit peu mon introduction sur le sujet. Et donc, tout à l'heure, tu parlais de réalité augmentée. On parle beaucoup d'hommes augmentés avec les exosquelettes. Moi, je vais vous parler finalement dans cette présentation d'alimentation augmentée. Comment réfléchir mon alimentation au service de ce que je vais réaliser aujourd'hui, le mois prochain, ou plus continuellement dans ma vie. Voyez, comment je vais adapter mon alimentation, puisque je suis dans une activité plutôt cérébrale, comment je booste mes capacités cognitives avec une alimentation. Si je suis en travail décalé, comment je permets à mon corps de mieux réagir au travail décalé. Alors là, je vais essayer de dire ce qui s'est passé. Alors, avant, première partie, comme je vous l'ai proposé tout à l'heure, donc il y a une partie chiffres un peu où on va planter le décor. Alors rapidement ici, c'est les chiffres concernant un marqueur culturel fort en France, c'est le plaisir de la table. On est champion du monde du temps passé à table avec 2h13 en France contre par exemple 1h aux États-Unis. Donc, c'est un marqueur culturel fort et on peut, de ce fait, partir de ce marqueur culturel fort pour en faire, pour l'optimiser et pour en faire un levier important en entreprise. Ensuite, autre chiffre pour planter le décor, c'est la pyramide des âges, qu'on connaît tous un peu maintenant. Ici, on a une projection à 2060 et on voit finalement que la population active adulte, j'ai mis dans un encart rouge, en fait, il va y avoir un mur qui se dessine là, un mur démographique là qui va se dessiner au niveau de la population vieillissante et une population active qui continue finalement de progresser vers bien un vieillissement. Donc vieillissement des métabolismes, vieillissement des capacités. Donc on le verra plus tard, on ira plus précisément dans justement ces capacités physiologiques en fonction de l'âge. Ensuite, continuons sur nos chiffres avec la qualité nutritionnelle. Donc, on rentre un peu plus dans le sujet en parlant de nutrition. Alors, on a parlé tout à l'heure dans ton introduction, Eric, avec ce surpoids qui continue à augmenter. On a, à côté de ça, des produits industriels et produits ultra transformés qui représentent aujourd'hui jusqu'à 50% de ce que nous absorbons. Et on le sait maintenant, c'est assez documenté, c'est facteur de risque de troubles chroniques comme le diabète, l'obésité, le cancer, les maladies cardiovasculaires, les atteintes de foie, les troubles gastro-intestinaux, etc., etc. Et donc, mis bout à bout, c'est un coût pour la société qui est estimé à 55 milliards d'euros. Et quand on ramène ça à l'entreprise avec le vieillissement de la population, ça veut dire que dans la population active, on va avoir une augmentation de toutes ces maladies et donc des arrêts maladie en conséquence. Donc, on a vu, en plus, nous, on a constaté chez nous, chez Handy Expert Human, une augmentation de sollicitation des entreprises pour des maladies invalidantes de plus en plus, des maladies chroniques invalidantes. Alors que peut-être qu'avant, la tendance, en tout cas la majorité, c'était des demandes issues de troubles plutôt moteurs. Là, on a de plus en plus de demandes liées à ces maladies chroniques et invalidantes. Donc voilà, donc ça c'est une actualité. Et une augmentation du surpoids, là je l'ai remis là, de 17 à 74 ans, ça va toucher 54% des hommes et 44% des femmes. Autre chiffre qui plante aussi bien le décor, là au niveau mondial, on a 20% de morts liées à la malbouffe dans le monde. On continue à planter le décor, mais là, focus un peu plus. Donc, vous avez vu, on travaille un petit peu en entonnoir là. On arrive en entreprise
alors, du coup, on se pose la question, quel est le lien, enfin, quels sont les chiffres qu'on peut trouver entre la malnutrition et les accidents de travail, la maladie professionnelle, l'absentéisme, l'employabilité, etc. Est-ce qu'on trouve quelque chose? Non, en fait, on ne trouve pas grand-chose, puisque le lien de causalité de la malnutrition sur l'exemple de l'absentéisme, ben, il est difficile à déterminer réellement, puisque c'est multifactoriel. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on peut dire qu'il y a un retentissement certain sur les structures de travail, hein, ce que tu disais tout à l'heure, et qu'on va voir lié à la malnutrition, directement lié à la malnutrition, c'est une baisse de la performance avec peut-être une baisse de la vigilance à certaines heures, juste après le repas par exemple, un repas trop copieux, des arrêts de travail liés justement à ces maladies chroniques dont on a parlé tout à l'heure, des risques sur la sécurité des opérations lorsqu'on est dans un inconfort, dans un mal-être, ou lorsqu'on est tout simplement postprandial après un repas trop copieux, une baisse de vigilance. Donc, il va y avoir des répercussions certaines sur la performance du système de travail. Et à côté de ça, je vous ai mis aussi un chiffre qui date un peu de 2005, mais ça veut dire que c'est encore plus le cas aujourd'hui. Une alimentation déséquilibrée pourrait coûter jusqu'à 20% de la productivité de l'entreprise. Alors, si on prend à l'inverse, un équilibre alimentaire, voilà, tout à fait, c'est ça. Donc, on continue à dérouler un petit peu les chiffres que j'ai trouvés un petit peu sur le sujet de l'alimentation en entreprise. Donc, vous aurez compris, on ne trouve pas grand-chose, mais voilà, on a réussi à sortir quelques petites infos quand même. Donc, 6 salariés sur 10 déclarent qu'ils apportent leur déjeuner sur leur lieu de travail. Ça veut dire qu'ils sont acteurs de leur santé au travail au premier titre, au premier chef. Ils le sont d'autant plus que, enfin, plus en tout cas, que ceux qui, comment dire, vont plutôt se nourrir au restaurant d'entreprise ou qui vont à l'extérieur. Donc, ils ramènent leur gamelle, en gros, peut-être qu'on le dit vulgairement, ramènent leur gamelle au bureau. Quand on met côte à côte ces deux infos, la potentielle perte de productivité ou gain de productivité et le fait que le salarié est acteur de sa santé au travail, de sa santé alimentaire, on peut se poser la question, quel est le positionnement de l'entreprise? Comment elle agit là-dessus? Comment on fait pour booster ce levier? On continue à décortiquer un peu ces informations. On trouve que 61% des salariés déclarent avoir des difficultés à s'alimenter correctement au travail du fait d'un manque d'organisation. Donc, les conditions finalement et les milieux de travail influencent beaucoup la façon dont les salariés s'alimentent. Donc, voilà, cette question de quel positionnement d'entreprise est d'autant plus valable. Et en face, j'ai l'information qu'à peine plus de 20% des salariés déclarent avoir déjà assisté à une action de prévention sur le sujet de l'alimentation au sein de son entreprise. Ça veut dire que c'est un sujet qui est à peine investi, en fait. Il a à peine investi, c'est-à-dire qu'il y a une marge de progression énorme. Et la petite illustration que je vous ai mis là, c'est qu'il y a un trou dans la raquette. C'est-à-dire qu'il y a eu potentiellement 20% de productivité à aller chercher. Les acteurs sont là, donc les salariés. Ils disent qu'ils ramènent, ils sont acteurs de ça, ils ramènent leur gamelle. Et ils disent aussi qu'ils ont des difficultés à s'alimenter correctement. Voilà. Je pense que tes chiffres n'étant pas les publiés de cette année forcément, oui. On va avoir un impact avec la mise en place du télétravail, la généralisation. Le Covid, de toute façon, a réveillé les consciences. Le télétravail va faire qu'il y aura encore plus de besoins et de la part du salarié qu'on prenne soin de sa santé. Et également des problèmes d'alimentation même à domicile. Et donc, cette prévention aujourd'hui, d'avoir un message au sein de l'entreprise sur une meilleure alimentation, une meilleure nutrition. Moi, je l'ai remarqué, dans mon exercice, je l'ai remarqué, avant le Covid, on nous a interpellés à peine sur la question de l'alimentation. Depuis le Covid, on multiplie les interventions, on nous demande d'intervenir sur la nutrition. Donc, c'est un réel sujet maintenant qui a pris un peu un essor depuis le Covid. Alors, deuxième partie, sur les clés de compréhension.
vers une connaissance intime et consciente de nos besoins, un peu comme Steve l'a fait. Il a décortiqué, il a décrypté quels sont ses besoins pour atteindre son objectif professionnel. Donc là, tentons de faire pareil. Et moi, je vous propose de le faire sous le prisme de la chronobiologie. La chronobiologie, donc, elle est illustrée par cette infographie-là, qui montre un petit peu d'heure en heure comment fonctionne le corps, qu'est-ce qui va s'activer, qu'est-ce qui va se mettre en veille, etc., etc. Et en fait, cette chronobiologie, elle est mise en musique par les hormones, d'accord? Par la sécrétion d'hormones dans notre corps. Et finalement, les hormones sont vraiment centrales. Si vous pouvez partir de cette présentation avec au moins cette information que l'hormone est centrale, les hormones sont centrales dans notre corps, puisqu'elles vont jouer un rôle important dans notre humeur, notre énergie, la concentration, enfin tout, quoi, le sommeil, le rythme cardiaque, etc. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plusieurs horloges. Alors, cette chronobiologie, elle s'inscrit, comment dire, dans un rythme circadien. Nous sommes des êtres diurnes, on travaille, on est réveillé la journée et on dort la nuit. Et donc, on a une horloge biologique interne qui est régie par le cerveau, mais on a d'autres horloges internes. Il y a d'autres organes un peu forts du corps qui ont leur propre horloge. Et en fait, c'est quand on aligne en fait, l'ensemble de ces horloges biologiques, on arrive dans un état de bien-être du corps. Optimum, tout à fait. Et donc, je vous ai un petit peu... donc, les organes qui vont être un petit peu, on va dire, qui ont leur horloge propre, notamment, ça va être l'intestin, ça va être le foie. Donc, le cerveau, on a dit, ben, c'est central. Le foie, l'intestin. Et donc, le foie et l'intestin, notamment, partie du trouble, enfin, de l'appareil digestif, ce qui va nous intéresser quand même fortement ici. Alors, les hormones, comme je vous ai dit tout à l'heure, les hormones vont, comme on est diurne, ce rythme circadien, il va y avoir une sécrétion de mélatonine qui va nous permettre de nous endormir. Et puis quand la mélatonine va s'abaisser doucement en fin de nuit, la cortisone va reprendre le dessus et va... et donc la cortisone, c'est l'hormone de la vigilance, de l'éveil. Et donc, il va croître comme ça du matin jusqu'au soir. Vous voyez, donc la cortisol, c'est en jaune, et en bleu, on a la mélatonine. D'accord ? et donc, on voit bien finalement que les hormones vont jouer un rôle important dans notre fonctionnement en fait, général. Concernant l'activité de l'intestin, donc pareil, avec une horloge propre, donc l'horloge, lui, se met en veille, l'intestin, pardon, se met en veille à partir de 22h30. Il se met en veille, et puis au repos, et il va reprendre son activité vers 8h30. Il y a une réactivation du mouvement péristaltique, donc du mouvement musculaire de l'intestin. Et donc, c'est vrai que cette activité de repos va être essentielle pour cet organe-là. Donc, lorsqu'on réfléchit un peu plus, je vous parlais d'alimentation augmentée, sachant ça, on comprend mieux pourquoi on nous rabâche les oreilles sur le fait qu'il faut manger léger le soir. Il vaut mieux manger léger le soir. Pourquoi ? Ben pour ça, notamment. Parce que notre intestin a besoin de se mettre au repos à partir à peu près de 22h30. Sinon, on va désynchroniser les horloges. Et donc, on ne va pas agir en faveur du bien-être de notre corps. Donc, vous voyez, lorsqu'on s'intéresse un petit peu à comment fonctionnent nos différents organes, on comprend mieux pourquoi appliquer certaines règles diététiques qu'on connaît tous. Mais il y a une grande différence entre connaître les règles diététiques et les mettre en action. Alors, concernant l'autre grand organe qui détient une horloge propre, c'est le foie. Le foie est super important dans le corps puisqu'il va réguler le taux de sucre dans le sang, il va transformer les aliments, il va les distribuer aux différents organes, aux cellules.
et il va dégrader les substances toxiques. Donc c'est ultra central, en gros c'est notre station d'épuration et station de distribution et d'épuration en même temps. Et lui, il entre en phase de régénération qui est indispensable pour lui, sans quoi en fait il fait mal son taf, à partir de minuit 1h. D'accord? Et il va reprendre son activité à la première prise alimentaire, le matin. D'accord? Et donc, le fait de désynchroniser le foie va faire qu'on va rentrer dans une phase où on va avoir une saturation du foie avec les troubles liés à une saturation du foie, donc développement d'un foie gras, le diabète qui peut être aussi trouble lié à ça, des problématiques de peau cutanée, puisque les problèmes de foie souvent se traduisent par des problèmes cutanés. Donc voilà, d'où l'importance, encore une fois, de connaître ça, d'avoir cette information-là pour mettre du sens en fait dans ce qu'on fait, quoi. Et donc se nourrir la nuit, puisque le foie s'active à la première prise alimentaire, donc il s'arrête à minuit à peu près 1h, et il reprend la première prise alimentaire. Donc le fait de se nourrir la nuit, le grignotage de nuit, est déconseillé de ce fait-là. Et la nuit, en fait, en plus, de ce fait-là, on a un autre métabolisme qui va se mettre en place, un moins bon métabolisme. On va dégrader moins bien les aliments. Alors, juste sur l'horloge, moi je vois un autre point qui est très intéressant en termes d'organisation du travail. On voit qu'à 10h, on a l'horloge qui nous fait la meilleure vigilance. Ah ouais. Donc on le dit très souvent, hein, s'il y a des parties de travail, que ce soit pour des réunions ou pour du travail individuel, mais où on a un besoin de concentration au maximum, faut aussi utiliser cette horloge qui fait que c'est plutôt en fin de matinée où on va avoir cette meilleure capacité à avoir cette concentration et ce travail. C'est la cortisol et c'est ça, je voulais le faire ressortir parce que faut aussi bénéficier de nos horloges biologiques pour organiser notre travail quand c'est possible, bien sûr. Et donc, on parlait d'alimentation augmentée tout à l'heure. Donc, ça veut dire que si je veux bénéficier un maximum des bienfaits de mon café le matin, je ne vais pas le prendre au saut du lit. Je vais le prendre lorsque j'arrive à mon pic de cortisol. Pour que en fait, la caféine qui va venir booster l'action de la cortisol puisse le faire et puisse rallonger l'effet de la cortisol dans notre corps. D'accord? Donc, finalement, mon café, je vais plutôt le prendre à 9h, 9h30, et je vais pouvoir en profiter pleinement. Et il va me permettre de faire, de tirer un peu plus le plateau de cortisol dans le sang. Oui. Plutôt, 9h, 9h30, c'est plutôt l'heure à laquelle prendre son café. Eric. Ouais, c'est bon. Alors, autre organe, on a dit tout à l'heure, qui était super important, le cerveau. On parle de travail, donc forcément, on va penser à la question de l'efficacité physique et l'efficacité intellectuelle, des capacités intellectuelles. Il faut savoir que le cerveau absorbe 20% de nos apports alimentaires, 20%. Et il ne transige pas sur les nutriments, c'est-à-dire qu'il va sélectionner. Il sélectionne des 40 substances, jusqu'à 40 substances essentielles pour assurer sa maintenance. Donc 13 vitamines, 15 minéraux et oligo-éléments, 4 acides gras essentiels, 8 acides aminés, tout ça apporté par notre alimentation, d'accord? Et donc, lorsque ce n'est pas apporté par l'alimentation, il va y avoir carence. Et puis, les effets, c'est baisse de vigilance, fatigue, et de manière chronique, mémoire défaillante, troubles de l'humeur, dépression, vous voyez, un peu tout ça qui va se mettre en route. Donc, d'où l'importance de booster, améliorer notre apport alimentaire pour le mettre à disposition, ces 13 vitamines, ces 15 minéraux, etc. Et ce n'est pas dans les produits ultra transformés qu'on va les retrouver. Alors, on continue notre présentation. Là, on arrive sur la troisième et dernière partie, qui est celle des actions. Quelles actions on peut mettre en place en entreprise une fois qu'on a dit ça?
On a une palette incroyable de conditions de réalisation et de lieux et d'environnements de travail différents. Et donc, du coup, forcément, tenir un discours unique n'est pas possible. Il faut pouvoir spécifier ce qu'on dit. Et là, j'ai zoomé un petit peu sur les conditions d'exercice prédisposantes. Et je vous les ai mis en gras. Ça va être il n'y aura pas tout, mais il y aura le déplacement, il y aura les chantiers à l'extérieur, et il y aura les chantiers à l'extérieur parce que c'est un travail de force, hein, qui utilise de la force, et le travail décalé ou de nuit, travail posté. Et donc, j'ai fait un zoom sur le travail posté parce que j'ai quelques chiffres à vous présenter. Donc, on a au moins un salarié sur 5 qui travaille de nuit, on estime. Un salarié sur 5 qui travaille posté ou de nuit. Et on sait, on l'a dit tout à l'heure, que le travail de nuit ou posté va modifier son métabolisme. C'est-à-dire que je vais dégrader moins bien, et je vais aller utiliser moins bien mon apport alimentaire. Et je dégrade moins bien les substances qui sont pas top pour moi. Donc, c'est pour ça qu'on a une prévalence plus importante de personnes qui souffrent de troubles chroniques lorsqu'ils sont postés. Et alors, pour tenter de contrebalancer ça, en tout cas, voilà, d'agir en faveur de la santé, tenter de respecter des heures de pause régulières suffisamment longues, à minima 45 minutes, qui va nous permettre de mieux digérer. Prendre son temps, ça permet aussi de mieux se rassasier, de prendre le temps aussi peut-être de composer un repas plus équilibré et chaud. Et ça va nous permettre de ce fait, par lien de cause à effet, par ricochet, de moins de grignoter. Or, on sait que le grignotage, on l'a dit tout à l'heure, de nuit, c'est pas évident. Alors, le grignotage, on est un peu poussé par le grignotage quand on travaille de nuit parce que voilà, on a besoin de réconfort et donc on se réconforte là-dedans. Donc, c'est très difficile c'est difficile de mettre en pratique, on va dire. C'est facile de le dire, mais c'est plus difficile de mettre en pratique. Et donc, c'est pour ça que l'entreprise, elle doit permettre d'accompagner les salariés dans ces situations à soit avoir accessible des collations équilibrées, ces personnes-là, soit au moins avoir l'information de menus, d'idées de recettes, d'idées de menus, d'idées de collations faciles à réaliser. Et donc, on en vient à mon premier axe, le premier axe sur lequel, en fait, on va pouvoir travailler sur ce sujet de la nutrition. Ouais, en fait, je pense que ça si tu arrives à le bouger. Donc, le premier axe, ça va être l'offre de restauration. Donc maintenant, c'est depuis d'ailleurs le Covid, hein, les livraisons se sont démocratisées et on a de plus en plus d'entreprises qui font appel à les livraisons en entreprise. Donc, il y a Uber Eats, il y a Deliveroo qui ont maintenant développé une rubrique bien-être, une rubrique alimentation saine avec des pokéballs, ce genre de choses. Donc, ça existe. Des livraisons sans forcément être dans le sujet du travail posté, mais il peut y avoir aussi des livraisons de fruits et légumes, quoique mettre à disposition des fruits et légumes quand on est de nuit ou en horaire décalé, c'est plutôt pas mal. Puis des livraisons, nous, par exemple, à titre personnel, on est dans un campus, donc plutôt secteur tertiaire, et on a mis en place des livraisons de paniers fermiers, par exemple, avec des légumes à la disposition tous les X du mois, etc. On sait qu'on a accès à des légumes frais locaux et tout ça. Livraison aussi, livraison donc de paniers de fruits, je l'ai dit, je pense déjà, voilà. Et donc aussi, on peut travailler sur cette offre de restauration sur le restaurant d'entreprise, comme il y en a pas. Donc, on peut réfléchir lorsqu'on est en travail posté ou l'entreprise en travail posté, peut réfléchir sur la composition de ces menus pour adopter des menus adaptés. On peut aussi réfléchir dans la mise à disposition d'éléments sucrés, salés. Le sel, par exemple, il y a des entreprises, par exemple, elles arrêtent de poser le sel à table. Ils mettent le sel un peu éloigné. Donc,
pour que ce ne soit pas automatique, le sel. Et puis, ils ont même pensé parfois à réduire le sachet de sel. Ça, c'est issu de l'ancien programme national santé alimentaire. Donc ça, c'est très bien. Ce sont des actions qui fonctionnent bien. Et aussi, pas forcément mettre à disposition sur la table le ketchup, la mayonnaise. Donc voilà, toutes des petites actions comme ça qui permettent de réfléchir autrement à l'alimentation pour inciter à une meilleure alimentation. Il peut y avoir aussi des incitations par le prix de menus santé, de menus sains. Il peut y avoir aussi des événements autour des événements de la semaine ou des événements annuels autour d'une thématique. Et on va faire sortir, je ne sais pas moi, un légume particulier. Voilà. Donc, animer finalement ce sujet de l'alimentation au sein du restaurant d'entreprise. Et puis le distributeur aussi, beaucoup maintenant. Le distributeur excite tout ce qui est produits sucrés, soda, enfin moins de soda, plus de distributeurs à eau, de jus détox, de smoothies. Bon, c'est plus compliqué parce que c'est du frais, mais voilà, ça mérite d'exister. Et alors moi, à titre personnel, tout récemment aussi, j'ai bossé avec le chef cuistot du restaurant d'entreprise de notre campus et on a, je vous l'ai mis en illustration, en fait la souris elle est là-dessus, voilà. Voilà. Un menu booster, donc un déjeuner, parce que c'était une demande, hein, un déjeuner qui booste les capacités cérébrales de performance. Donc voilà, on a décliné ça ensemble, ça a coûté en temps une demi-heure d'échange avec le chef cuistot et puis le directeur du restaurant pour concocter quelque chose de sain. Le plus long, c'est de se dire déjà qu'on va mettre en place quelque chose. Tout à fait. S'organiser les calories. On va faire quelque chose. Après, les aliments existent, les menus doivent exister assez facilement. Il suffit de chercher un petit peu pour retrouver des informations sur des repas équilibrés. Des experts nutritionnistes peuvent également aider quand on a la possibilité de les faire venir. Oui, un médecin du travail aussi, ça peut être aussi une infirmière, ça peut être, il y a plusieurs acteurs possibles. Alors, deuxième axe, c'est la surveillance médicale, on en parlait à l'instant. Avec, pour ces personnes qui sont prédisposées à ce type de conditions d'exercice, en déplacement, une activité physique intense ou un travail décalé, ça va être une surveillance médicale accrue, avec des rappels de mesures diététiques, un dépistage simplifié de surpoids, d'obésité, de diabète, d'hypertension, ce genre de choses qui peuvent être proposé au dépistage par l'entreprise via le médecin du travail, via le pôle santé-travail, lorsqu'il n'y a pas de médecin en interne, et des bilans de santé qui sont faits plus régulièrement, des bilans de sang, sanguin, urinaire, électrocardiogramme, etc. Ensuite, le troisième axe, ça va être le quatrième, axe, ça va être l'éducation et la sensibilisation, qui est quand même, une fois qu'on a évoqué la question de l'offre de restauration, qu'on a évoqué la question de surveillance médicale, etc., ça va être le quatrième chapeau, l'accès à l'information. Les fiches recettes, les brochures, les affiches, la sensibilisation à l'information. Il y a des entreprises aussi qui mettent à disposition des applications de coaching alimentaire, par exemple, à leurs employés volontaires. Le tout, c'est de faciliter l'action des salariés là qu'on a dit tout à l'heure, qui étaient acteurs de leur santé, de toute façon. Ils ont pour témoigner, on avait fait aussi quelque chose, parce que dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, il y a les barbecues, les choses comme ça qui s'organisent. Et puis il y a aussi tout ce qui est team building qui se pose toujours, au repas de service aussi quand c'est pas forcément au niveau de l'encadrement. Et ce qu'on avait fait une fois, c'était justement un petit peu des deux, c'est-à-dire qu'on préparait le barbecue en équipe, et ce qui permettait aussi de cuisiner des aliments qu'on n'avait pas forcément l'habitude de cuisiner,
et pas forcément que des viandes pour mettre sur le barbecue, Ouais. et d'avoir un petit peu l'effet de et nutrition et en même temps esprit d'équipe qui se développe un petit peu, et le petit côté festif du barbecue à Noël. Et il y a des choses comme ça peut-être à faire. Des ateliers cuisine en fait. Alors c'est la troisième petite flèche là. Atelier de prévention nutritionnelle qui va se greffer effectivement, comme tu l'as dit, à un barbecue qui était déjà prévu dans le planning. Et donc ça vient se greffer sur le sujet vient se greffer sur cet événement de l'entreprise. Donc effectivement, ça c'est efficace, en tout cas quand c'est mis en place comme ça. Et puis ça peut être aussi des ateliers Pokéball, on a fait ça aussi. Donc comment créer son petit Pokéball, ça c'est rapide et c'est accessible. Comment créer aussi ces Energy Balls? Oui. Alors c'est des oléagineux sous forme de petites boules. Et puis ça permet d'avoir sa collation, collation saine, qui va t'apporter plein de bonnes choses et qui va t'éviter d'aller acheter ta barre de sucreries ou de chocolat dans le distributeur. Il y en a de moins en moins, hein, je l'ai dit. Et donc, ces ateliers de prévention qui, au-delà des fiches recettes, au-delà des brochures, permettent d'ancrer en fait d'ancrer des informations clés, comme on l'a dit en fait tout au long de la présentation, et donner du sens un petit peu dans toutes ces affiches et toutes ces informations, parce que la plupart des règles diététiques, tout le monde les connaît à peu près. Les personnes le respectent. Voilà. Par contre, c'est les comportements alimentaires qui sont difficiles à changer. Et donc, les comportements, on va aller les chercher justement par ce type de groupe de travail, d'ateliers, de réunions collectives, où collectivement, on va prendre conscience des déséquilibres alimentaires qu'on peut mettre en place individuellement ou collectivement. Exemple, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, hier forcément. Hier lundi, on a eu un petit-déj d'équipe. Bah, le petit-déj d'équipe, traditionnellement, il y a des viennoiseries. Bon, voilà. Donc collectivement, on a pris conscience que là, en fait, prochain coup, on veillera à mettre autre chose que des viennoiseries là dans le petit-déj d'équipe. Un petit peu créatif. Et donc, en fait, cette prise en conscience collective, elle est très c'est pédagogique quoi, de prendre conscience de ça. Alors, ces ateliers, il faut qu'ils soient animés par un expert, donc soit le médecin, soit l'infirmière, soit un diététicien, soit un naturopathe aussi, hein, qui va faire mûrir le groupe sur ce sujet de l'alimentation, sur le sujet du déséquilibre et sur comment endiguer ça et comment s'alimenter sainement. Et puis, il y a aussi le volet formation des managers qui vont pouvoir, eux, orienter les salariés qui parfois vont venir vers eux avec une interpellation, un besoin. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur les ateliers. Le quatrième volet. Et alors le quatrième volet, c'est l'activité physique. Alors pourquoi l'activité physique? Donc là, pourquoi l'activité physique? Dans le corps. Là, tu vois, j'aurais pu mettre une slide supplémentaire dans la partie comment ça fonctionne là. Quelle compréhension. Dans le corps, on a deux fluides. On a le sang et on a la lymphe. Le sang, il a son moteur. C'est le cœur qui va pomper et qui va envoyer le sang dans les organes. La lymphe, c'est quoi? Il n'y a pas de cœur, la lymphe. Aucune idée. Absolument aucune idée. Qu'est-ce qui fait circuler la lymphe dans le corps? Aucune idée. Non, mais même pas quand tu vois la diapo là. Peut-être le sport, peut-être l'activité musculaire, mais ça fait vraiment juste pour coller à la diapo. Donc effectivement, les muscles, ce sont les muscles qui vont, par leur activité, vont faire se mouvoir, circuler la lymphe dans le corps. Et cette lymphe, en fait, à quoi elle sert? On a parlé tout à l'heure du foie, qui était un super organe qui va distribuer et qui est notre station d'épuration, station de distribution en même temps. Et bien, quand le foie est notre station d'épuration, la lymphe, c'est nos éboueurs. D'accord? Et donc, la lymphe va nous permettre de faire circuler les toxines et les faire évacuer. D'accord? Et la lymphe, de ce fait-là, si je ne m'active pas assez, forcément, il va y avoir stagnation. La lymphe.
S'il y a stagnation d'alarme, il y a stagnation de toxines. Mm. D'où la nécessité de s'activer, d'accord, de bouger. de se mettre en mouvement pour activer et faire circuler la lymphe qui va, elle, permettre d'évacuer les toxines du corps. Et c'est pour ça qu'en règle générale, les personnes qui sont moins sédentaires ont une meilleure santé, un meilleur système immunitaire. C'est lié à ça aussi. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on vous rabâche aussi les oreilles sur cette histoire de sédentarité et d'activité, de mobilité, parce que les personnes qui vont se mouvoir, on va avoir une meilleure circulation du système lymphatique. Alors, il faut associer et une bonne nutrition et un les deux minimum d'activité physique. Les deux vont ensemble. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire en entreprise pour favoriser ça auprès de nos salariés, auprès de nos collègues? C'est mettre en place des pauses actives, mettre en place des rituels collectifs d'étirement, mettre en place... je sais qu'il y a des entreprises qui mettent à disposition des coachs sportifs, c'est possible. Et puis mettre en place des salles de sport, etc. Tout à fait. Nous, chez nous, à notre campus, pour nous faciliter l'accès au sport, parce que les freins, c'était, ouais, mais bon, si je fais du sport ou je fais ma course, j'arrive au bureau, entre midi et deux, j'arrive au bureau, je ne suis pas très frais, quoi. Et donc, ils ont mis à disposition des douches. Donc, le simple fait de mettre à disposition des douches permet de, tu vois, c'est un levier. Et puis, c'est un levier pour inciter mes salariés à se bouger un peu plus. En tout cas, ils n'ont plus d'excuses. C'est ça, en moins d'excuses en tout cas. Et puis il y a le plan de mobilité aussi. Un plan de mobilité, ou des challenges, hein, même. On peut se mettre aussi des challenges. Le challenge mobilité, qui, à l'échelle de l'entreprise, va venir évaluer en fait la mobilité d'une entreprise, et puis il décerne un trophée à la fin du temps. Tu sais. Challenge mobilité, donc le nombre de personnes qui font du covoiturage, le nombre de personnes qui font surtout du transport en commun, nombre de pas. Il y a une entreprise qui avait mis en place un challenge, une grosse entreprise qui avait mis un challenge dans son entreprise, c'était différents services qui se challengeaient sur le nombre de pas de son équipe. Et alors cumulé, il fallait que... Oui, tout à fait. C'est bien de cumuler aussi, ça évite d'avoir une personne qui soit réellement visée dessus, mais pas quelque chose de collectif. C'est aussi une cohésion d'équipe, c'est aussi ça. Tu parlais de séminaire tout à l'heure, c'est aussi créer un peu une cohésion autour de ces sujets sains, de l'alimentation et de la mobilité. Donc voilà pour ma présentation. Merci beaucoup, Raja, pour tous ces éléments. Moi, je retiens beaucoup de chiffres et surtout une meilleure compréhension de cette nécessité d'avoir une bonne nutrition avec les conseils que tu as pu nous donner. Et c'est vrai que je n'ai pas évoqué la charte entreprise. La charte entreprise, c'est un guide, c'est un outil qui a le mérite d'exister. La charte pour les entreprises donc les entreprises qui voudraient travailler sur le sujet de l'alimentation. Donc, c'est une charte qui permet d'adhérer à des engagements, plusieurs engagements. Et les signataires se voient aidés et guidés par le PNLS, le gouvernement. La direction du travail, et donc voilà, et donc ça permet au moins d'avoir le pied à l'étrier sur ce sujet-là. Il y a ses limites, aucun outil est parfait, mais en tout cas ça permet pour les entreprises qui voudraient investiguer ce sujet, qui ne sauraient pas trop comment faire et par quoi commencer. Il y a la charte des entreprises. Je vais te donner, Eric, peut-être le lien. Tout à fait, on pourra le distribuer également avec le replay de ce webinaire, de mettre le lien vers le PNSS, qui est en effet le PNNS, c'est le Plan National Nutrition Santé, et la charte entreprise, c'est un petit document qui vous explique un petit peu comment adhérer à cette charte entreprise active du PNNS, voilà, précisément. Très bien. Bon, on donnera des liens vers cette possibilité-là. Encore une fois, merci. Je viendrai ouvrir les micros pour les uns et les autres. Donc, si jamais quelqu'un veut nous
nous poser une question et profiter de la présence de Raja. Alors, visiblement, on n'a pas de questions pour l'instant. Je ne sais pas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Raja? Non, mais j'avais mis la recette pour les Energy Balls. C'est oléagineux, tout ça. Oui. Quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas aussi à mettre un petit message à Eric, je vous le transmettrai pour les petites collations santé. Très bien. Eh ben, merci de votre présence à tous. Un grand merci à Raja. Merci à toi. Le mois prochain, donc, on ira dans le... Merci, je vois les messages de remerciement, merci à vous. Le mois prochain, donc, ce sera le cerveau, les neurosciences. Pour évoquer légèrement le sujet, en fait, c'est de partir du constat que le cerveau fait des erreurs d'une manière naturelle pour nous protéger. Et donc, en fait, pour manager la sécurité, il faut intégrer ce phénomène-là. À titre de petits chiffres, on fait tous 5 à 10 erreurs par heure. Notre cerveau fait tous 5 à 10 erreurs par heure. Donc la question est comment on peut éviter que ces erreurs aient des conséquences sur la sécurité. Voilà le thème de notre prochain webinaire, donc le mardi 14 juin. Inscrivez-vous soit sur le site de la INF, soit sur LinkedIn, vous y trouverez toutes les informations. Et puis peut-être à la semaine prochaine sur Préventica Nantes. Très bonne fin de journée à tous et à très bientôt. Au revoir.